Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler d'une partie que j'ai remportée en 2014, qui était une partie un peu particulière, c'est dans un tournoi, à l'époque j'habitais en Suède, c'était dans un tournoi à Stockholm, contre un joueur qui était à l'époque mieux classé que moi, qui avait 2200 et quelques, c'était un joueur suédois. Et c'est une partie qui est assez marquante, il y en a quelques-uns qui m'ont demandé d'analyser des parties que j'ai jouées, donc là j'ai pris une partie que j'ai gagnée, donc je me prends pas trop de risques, quoi, mais j'aurais pu prendre plein de parties où je me suis fait éclater complet. Donc peut-être que si cette série, si cette mini-série vous intéresse, j'en ferai d'autres où vous me verrez me faire rétamer. Et c'est une partie qui était donc jouée à Stockholm. Il y a un gros espace qui s'appelle le salon des échecs, qui est énorme, qui est partagé par plusieurs clubs. Et en fait, tous les tournois, tous les interclubs ont lieu en général le lundi soir ou le mardi soir, donc les gens viennent après le boulot. Ce qui est assez pratique. À l'époque, moi j'étais étudiant là-bas, du coup je pouvais venir directement après la fac pour jouer une partie de tournoi. Et c'est un espace qui est vraiment super, où il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. C'est un super club en plein milieu de la capitale. Et donc voilà, j'étais licencié dans ce club-là et ça me fait bizarre de me dire que c'était en 2014, donc c'était il y a presque 10 ans déjà. Mais voilà, c'est une jolie partie, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On passe donc à l'analyse de cette partie que j'ai jouée il y a un petit moment déjà. Genre j'avais le bras dans le plâtre, il faut savoir que ça a l'air anodin pour un truc comme les échecs, mais c'est pas pratique de jouer avec un bras dans le plâtre, surtout qu'il faut noter ses parties et tout. Donc j'arrivais pas hyper en forme pour la partie contre ce joueur qui était plus fort que moi. Et donc j'ai les blancs, et c'est une sicilienne. Et contre la sicilienne, à l'époque, je jouais cette variante avec fou B5, que m'avait montré mon préparateur Mathieu Cornette à l'époque, et le coup principal c'est cavalier D4 ici. Et là j'étais content parce que mon adversaire avait joué D6 et je savais qu'après fou prend, pion prend et F4, on a une position sympa où on a réussi à faire ses faiblesses de ce côté-là, chez les noirs, et on n'a pas déjà joué le coup cavalier F3, donc on n'a pas besoin de le rebouger pour pousser F4, on peut le jouer d'un seul coup en fait, ce thème avec F4. Donc G6, D3, fou G7, là on se développe, et en fait, là les blancs ont déjà une position sympa, là, dans la position que vous avez sous les yeux, j'ai presque fini mon développement, j'ai pas de mauvais fou, j'ai pas de fou enfermé en E2, j'ai les faiblesses ici qui font que la structure de pion elle va être un peu chiante à jouer pour les noirs en fait dans cette position parce qu'ils vont avoir du mal à mobiliser le plan habituel qui est de pousser le pion B, de chasser ce cavalier et d'essayer d'avoir une grosse pression là-dessus. On sent que si les noirs arrivent à pousser au centre, c'est pas forcément très grave parce qu'ils vont se retrouver avec des pions doublés parfois qui peuvent être isolés, qui sont assez faibles, le pion A7 aussi. C'est pas une structure de pion qui est très marrante à jouer pour les noirs ça. Et là j'ai joué dame E1, qui est un coup qui permet de ramener la dame du côté où les noirs vont roquer. On se doute qu'ils vont pas faire grand rock parce qu'il y a des courants d'air terribles. Donc le roi, il va pas attraper froid en C8, il va plutôt aller en G8. Les noirs ont roqué. Et là, c'est un plan typique qu'on voit dans ces positions-là. L'idée, c'est d'aller essayer d'échanger une des seules bonnes pièces qui est à côté noir, c'est ce fou, qui en plus d'avoir une grosse portée, en fait, c'est la pièce qui défend le roi, puisqu'il n'y a pas de cavalier en F6. Et donc souvent, on est content si on arrive à l'échanger. Donc B3, c'est un thème qu'on voit souvent dans ces structures-là. F5. En même temps, juste au passage B3, ça permet de bloquer toutes les poussées pour dédoubler les pions de la part des noirs. Ça permet aussi d'anticiper sur le coup tour B8 qui visserait mon fou en B2. Enfin, en C1 pour protéger B2 plutôt. Et donc là, la structure de pion, elle est plutôt cool jusqu'à ce que mon adversaire joue F5. Et là, pareil, il faut réfléchir à nouveau. Et je me souviens que j'étais assez content de me dire que, en fait, après F5, si je pousse en E5, le pion D6, il peut pas trop bouger facilement. En fait, tous les changements de structure qu'il pourrait y avoir ici, entre ces deux pions-là, ils vont que détériorer la structure des noirs. C'est-à-dire que si les noirs prennent, on va dire que, je sais pas, sur F prend, ou tous les changements de structure, ils sont vraiment mauvais pour les noirs. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec un arriéré ici en E6 qui est horrible, qui est arriéré sur une colonne ouverte si je reprends une pièce, et dans tous les cas, ils vont se retrouver avec ces doublés, cet isolé qui sont terriblement faibles. Et j'ai plus qu'à les attaquer, en fait, après, soit en passant par les cases noires, soit en passant par là, pour gagner les pions qui sont hyper faibles. C'est pour ça que sur E5, mon adversaire, il a joué cavalier D5, j'ai joué fou D2 pour me développer, cavalier prend, fou prend, et là il joue D5, il verrouille le centre, peut-être qu'il a espoir ensuite de jouer un coup comme A5, fou A6, et d'essayer de pousser C4 pour dédoubler ses pions. Si la position s'ouvre, les noirs en fait ils ont deux fous, si ce fou arrive à jouer là-bas, il aura une très bonne position, il sera très content. Pourtant on sait que ces structures-là, elles sont souvent vraiment très pénibles côté noir, et donc il faut empêcher les noirs de faire leur plan et de libérer leurs pièces. Et donc là, c'est un peu le premier moment important de la partie, où je me suis dit qu'il fallait que je bloque le contre-jeu des noirs là-bas. Et donc pour ça, j'ai deux coups qui sont assez importants, qui sont complémentaires. C'est fou A5 d'abord, pour attaquer la dame. Et en même temps, je bloque le pion A. La dame s'en va, et quand la dame s'en va,
C4 qui est très très fort dans cette position pour bloquer les pions doublés ici. Et c'est-à-dire que si maintenant les noirs prennent, ça va être la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, cette structure elle est catastrophique en fait pour les noirs, parce que là maintenant leur fou en C8 va jamais jouer de toute la partie. En fait les noirs ils préféraient presque, s'ils pouvaient tricher, s'enlever le pion C6 ici pour pouvoir jouer fou B7 et avoir une pièce qui joue. En fait le fait qu'ils aient cette structure horrible que mon fou interdise tour D8, ça fait que là ça va être un massacre absolu cette structure là, c'est complètement foutu pour les noirs ça. Donc ici, sur C4 mon adversaire il a joué H6 pour essayer de peut-être plus tard pousser G5 et affaiblir E5 et libérer ses pièces. Dame G3, attaque le pion G6, roi H7 pour protéger. Tour E1, donc là j'ai activé toutes mes pièces, et pareil, tour E1 c'est un peu pour anticiper, je me dis si un jour il arrive à jouer G5, maintenant je peux prendre, il y a très peu de moyens pour lui de récupérer le pion E5 parce qu'il est surprotégé, et en même temps c'est toujours sympa d'avoir ces vis-à-vis là. Ça peut pas être une mauvaise chose de mettre une tour qui n'était pas active en vis-à-vis avec la dame, de toute façon je me dis que là il peut rien m'arriver, la position est plutôt cool à jouer pour moi. Tour G8, Dame H3, et donc Dame H3, ça commence à menacer des choses comme cavalier G5 échec. C'est pas forcément très grave tout de suite, mais c'est un thème avec lequel les blancs, on a plutôt envie de jouer, quoi. Mon adversaire a joué fou F8, et là en fait il y a un très joli coup dans cette position pour les blancs, pour poser un problème. C'est-à-dire que les cavaliers G5 ici fonctionnent pas tout de suite, par contre on peut menacer une idée à base de cavalier G5. Et donc là, le coup que j'ai trouvé qui était assez embêtant pour mon adversaire et qui tendait un piège, c'est le coup tour E3. Tour E3, en fait, ça menace plusieurs choses. Ça menace de jouer cavalier G5 notamment. Mon adversaire n'avait plus beaucoup de temps dans cette position et très vite, il a joué le coup le plus tentant, qui est le coup D4. Et en fait, après D4, la partie est perdue tout de suite. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher. Mais voilà, encore une fois, je vous montre une partie que j'ai gagnée, donc c'est facile pour moi d'expliquer tout ça aujourd'hui. Mais je trouve que la combinaison de fin est assez jolie. Et en fait, c'est juste si on réfléchit ici dans cette position, les noirs rejouent un coup de pion, donc tout est verrouillé, le centre est hyper verrouillé. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les noirs ont un gros embouteillage sur la dernière rangée, ils n'ont sorti aucune pièce. Moi, je commence à avoir une grosse pression sur le roi de l'adversaire. Et donc, on sait que quand il y a ces motifs-là, on peut commencer à chercher des combinaisons parce qu'on sait que nous, nos pièces, elles sont harmonieusement placées, elles jouent ensemble, tandis que les pièces de l'adversaire, on ne sait pas trop ce qu'elles sont en train de faire. Là, en l'occurrence, les noirs ne jouent pas trop. Et donc là, c'est des coups forcés. Cavalier G5, échec. Là, c'est assez facile. En fait, il y a deux variantes. Donc, le pion est cloué, donc le cavalier ne peut pas être mangé. Si roi G7, qui est la première variante, là, il y a un joli sacrifice de dame qui mate. Et on profite du fait d'avoir mis la tour en E3. On joue dame prend, roi prend, tour H3 échec, roi G7 et tour H7. Et le roi est enfermé par ses propres pièces, donc c'est mat. Donc j'espérais à l'époque que mon adversaire allait tomber dans celle-là. Et en fait, il a choisi l'autre variante qui gagne aussi avec un joli coup. Il a choisi roi H8. Et là, je vous laisse mettre pause pour trouver le coup gagnant. Et le coup gagnant, en fait, c'est un peu la punition pour les noirs qui n'ont pas développé leurs pièces et qui ne contrôlent pas du coup les cases de la dernière rangée. En fait, là, le coup qui pose problème, c'est ce fou en A5 qu'on a un peu oublié. On peut essayer de réfléchir et se dire où est-ce que si on pouvait tricher, où est-ce qu'on aimerait le poser sur l'échiquier. Si on pouvait tricher, prendre la pièce, la foutre sur une case et qu'on avait le droit de le faire là tout de suite, moi je la mettrais en F6 cette pièce. Je me dirais que là en F6 ça ferait de gros dégâts chez les noirs. Et donc en fait j'ai essayé de trouver un chemin pour ramener ce fou de ce côté-là. Et donc en fait le coup fou D8 fait hyper mal aux noirs ici dans la position parce qu'après fou D8, les noirs ont pris et sur la prise cavalier F7 gagne la dame. Comme ça. Si les noirs jouent juste dame D7 et qui refusent de manger le fou, en fait, là, je peux ramener mon fou en F6, et quand les noirs se défendent, je mate en prenant ici, puisqu'il y a un clouage du fou sur le roi. Et donc cette position, après fou D8, elle est complètement gagnée. Dame prend, cavalier F7, cavalier prend, mon adversaire a pris là, et il a abandonné, au coup suivant, il a abandonné sur dame H4, tout de suite. Donc voilà, je vous ai présenté cette partie qui pour moi, ça me fait déjà un coup de vieux de me dire que c'était il y a autant d'années. Mais c'était une partie qui m'a beaucoup marqué parce que c'était dans ce club en Suède, c'était une des premières parties que je jouais là-bas, dans cet endroit. Et j'étais assez content de battre un joueur plus fort que moi avec une partie aussi propre. Et voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris un petit truc sur les structures de pions et notamment sur comment bloquer ces pions doublés qu'on retrouve souvent dans la sicilienne.